Bonsoir et merci d'être avec nous ce jeudi pour notre conférence sur les patients experts. Nous aurons avec nous Micheline Clodon, qui est donc présente. Merci Micheline, qui va se présenter. Gérard Osterman, qui sera présent et que nous connaissons. Euh, Ariane Pommery, qui va nous parler comme patiente expert sur le versant de l'alcool. Et puis Fred Schenk, qui nous parlera du versant TDAH avec son travail au sein d'une association. Nous aurons avec nous Olivier Ménard, un courtant qui est psychiatre à Lyon et qui travaille sur le TDAH, et puis Benjamin Roland qui nous a offert une vidéo, il ne pouvait pas être présent, et Alain Dejour qui va nous rejoindre dans quelques instants, patient expert également, qui travaille beaucoup sur l'arrêt du tabac. Voilà. Merci en premier à Ariane, parce que j'ai peur que ça coupe, qui est dans un train. Donc merci d'être là jeudi soir. Je vous laisse parler une petite minute si vous voulez. Alors, moi, je suis. Voilà. Écoutez, moi, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir sollicité. Je suis une ancienne buveuse, hein, et je suis passée par l'hôpital Bichat, où j'ai eu la chance d'être accueillie. Et à l'époque où je suis arrivée, c'était il y a une douzaine d'années, ça va faire bientôt 12 ans. En fait, alors, déjà, alors, c'était pas des patients experts, mais on les appelait des aidants. Les aidants existaient. Et, et en fait, en signant mon contrat de sevrage, en venant en contrepartie des soins qu'elle aimait prodiguer, je m'engageais à recevoir ces fameux aidants dans ma chambre. Ça, c'est quelque chose qui était acté. Et dans le contrat de sevrage, on le signait sans vraiment savoir à quoi on s'engageait. Parce que, voilà, sinon, le contrat, on n'est pas forcément très sobre. Mais il n'empêche qu'une fois qu'on est arrivé, voilà, on s'engageait à recevoir ce qu'on appelait les aidants dans notre chambre. Et ça, c'était déjà bien porté par l'ensemble de toute l'équipe. Et ça a été pour moi quelque chose de fondamental. On devait s'engager en fait à recevoir des patients experts, enfin c'est les aidants, et puis à aller au groupe de parole. Et en fait, c'est cette contrainte extérieure finalement qui m'a permis moi de trouver ma liberté finalement et de pouvoir voilà, continuer ma sobriété à dehors de l'hôpital. Et un jour, voilà, j'ai quitté mon métier de juriste pour aider d'autres patients, parce que j'ai voulu aider des patients là où moi, je n'avais pas été aidée, c'est-à-dire surtout en libérant la parole. Voilà. Donc, une partie de mon activité est auprès des patients, notamment à Bichat, et puis une autre grande partie de mon activité, parce qu'à Bichat, c'est bénévole, une autre partie de mon activité est de faire des formations auprès finalement de tout public qui serait en lien avec des personnes qui auraient tout public serait en lien avec des personnes qui auraient des difficultés d'addiction. Donc, j'interviens beaucoup dans les entreprises. En fait. D'accord. Donc, on entend quelque chose d'essentiel, ça veut dire un rôle en tant que soignant, puisque vous êtes patiente experte auprès des patients dans les hôpitaux, et en même temps un lien avec le monde qui va devoir mieux repérer et mieux travailler avec les patients qui ont des problèmes d'alcool. C'est ça? Exactement. Parfait. Très Et bien. puis, une autre partie de mon activité est de faire de l'enseignement auprès des étudiants en médecine. Ouais. Donc, en tant que justement patiente expert qui s'est formé à Voilà. cette pathologie. Je reçois donc Alain qui nous rejoint. Gérard, toi, quelle est ta place par rapport aux patients experts? Comment tu vois les choses? Alors, tout d'abord, je tiens à te remercier, Pascal, pour avoir pensé à la façon dont pouvait se rejoindre l'utilisation de l'hypnose, de la thérapie par l'hypnose et la présence des patients experts, en particulier en addictologie et en alcoolologie, ce qui est un peu mon champ. Et je dois remercier aussi vigoureusement Micheline Clodon parce que c'est elle qui m'a, au fond, donné cette idée de réflexion sur la place des patients experts, ou d'ailleurs, je dirais que dans un premier temps, ça commençait plutôt pas très bien, parce que, comme le dit la formule latine ou italienne, traduttore, traditore, c'est-à-dire traduction, trahison, parce que le modèle de Montréal utilisait le terme de patient expert, et ça a été repris sous le nom de patient expert tel quel, et en même temps, il s'agissait avant tout d'une notion expérientielle, c'est-à-dire d'une expérience. En même temps, aujourd'hui, le terme est consacré, mais je dois la vérité de dire que, en ayant parlé avec Micheline Clodon et également avec mon ami André Grimaldi de la CPTR, j'aurais préféré le terme de patient ressource ou tout simplement, ou plus simplement, de tuteur de résilience. Mais en même temps,
eh bien, ça a fait bouger les lignes. Et je pense que la notion de patient expert est une véritable révolution, je dirais, dans notre pensée. Pourquoi? Parce que eh bien, il faut quitter un peu le modèle paternaliste, que je pense que ces patients ressources ou ces patients participants, intervenants, voire véritablement presque chercheurs comme l'est Ariane Pommery, dans le sens bien loin du consommateur éclairé, c'est bien autre chose justement pour nous faire réfléchir, pour nous faire penser. Et ce que je développerai dans ce webinaire tel que tu nous le proposes, c'est un peu qu'est-ce que ces patients experts nous ont appris dans notre pratique clinique. Et ça, je le dois beaucoup à des personnes comme Ariane et Micheline Clodon. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le fait que, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire cette dénomination de patient expert? Est-ce qu'on peut véritablement en faire un métier? Je pense qu'il faut jamais réduire une personne à sa maladie. Donc, il y a quand même plein de questions éthiques qui sont là, présentes et qui sont intéressantes à débattre. Voilà. Merci Gérard. Merci Alain qui vient de nous rejoindre, Alain Dejour. Donc on se rend compte. Merci. Désolé du On vient retard. juste de commencer parce qu'Ariane est dans un train et j'avais peur que ça coupe. Voilà. D'accord. Donc jeudi soir, on aura avec nous, je viens de présenter un peu tout le monde et on va finir avec Micheline qui va nous parler du patient expert. Alain sera avec nous. Donc Alain qui a une activité aujourd'hui, surtout de recherche sur le tabac, c'est ça, hein, sur l'arrêt du tabac au niveau des patients experts. Oui, mais pas que, puisqu'en fait, je suis coordinateur de la certification patient expert addiction, hein. Donc, je pourrais parler aussi de cette certification, puisque Gérard parlait de métier. Donc, on peut faire le lien avec la certification. C'est important, c'est Ouais. très important. Hein, donc, ça, c'est une certification qui est coopérée, en fait, entre France Patient Expert Addiction et la PHP, donc l'équipe donc avec Micheline, Ariane, Fanny, etc. Fred, comment te situes-tu par rapport à ce qu'on est en train de dire? Fred, qui lui a une approche qui est plus orientée sur le trouble de l'attention. Mon microphone est maintenant activé. Oui, donc pour revenir très en arrière, pour tout commencer, en fait, j'avais découvert par le diagnostic TDAH de mon fils aîné, encore à l'époque étant aux Pays-Bas avec lui, que moi-même, en fait, j'étais concerné et je suis concerné aussi par ce trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je me suis directement tourné sur différentes sources, justement, à l'international dans le cadre de ce trouble que je connaissais que par le nom à l'époque. Jusqu'à la maman de mes enfants, maintenant nous sommes séparés, mais étant français, donc je me suis retourné justement aussi vers les sources françaises, rejoint une association française, francophone pour le TDAH, jusqu'à, en fait, il y a à peu près 6 ans maintenant, fonder ma propre association qui s'appelle TDAH Partout Pareil, dans laquelle justement j'ai voulu proposer une approche plus internationale, avec mon parcours à moi plus international déjà. Il y a tellement de choses qui sont connues, étudiées, etc. à l'international, que je voulais justement partager tout ça, toutes ces connaissances, surtout toutes ces expériences, à un public, donc notamment de famille, hein, notamment de parents, même si le TDAH concerne aussi l'adulte, et heureusement en France maintenant, on le reconnaît aussi qu'on peut, en étant adulte, encore avoir ce TDAH, un trouble neurodéveloppemental qui reste à vie. Voilà, donc après, justement, donc dans cette association, depuis 6 ans, nous nous informons, soutenons, dirigeons en fait vers les bonnes adresses, etc., les familles dont les enfants sont concernés, et de plus en plus donc aussi des adultes qui sont concernés par le TDAH. En voyant en fait le niveau d'information sur de formation en France des professionnels de santé comme dans l'éducation, ma compagne Myriam Molinier et moi, elle aussi, en fait, on est tous les deux co-responsables de l'association. Nous avons voulu aussi monter une organisation de formation qui existe bientôt 3 ans, Neurodif, justement dans lequel on souhaite justement former encore plus de professionnels sur le TDAH, mais aussi les autres troubles neurodéveloppementaux. Et aussi, j'ai fait depuis 2 ans partie en fait de la coordination nationale du TDAH adulte, qui a été fondée justement par notamment des médecins addictologues. Et ce qu'on constate moi aussi dans les différentes études, aussi dans les études qui ont été regroupées dans le consensus international au sujet du TDAH, la personne, le sujet médicalement parlant, mais la personne TDAH, effectivement, beaucoup plus exposée et à risque par rapport à ce qui est les addictions.
Donc voilà, c'est quelque chose qu'on souligne de plus en plus. J'en parle aussi moi-même dans les différents contextes quand j'ai le droit d'aborder ce sujet. Je pense que c'est très important de parler des addictions. Contrairement à ce que beaucoup de parents pensent que leur enfant a plus de risques de tomber dans les addictions, notamment la drogue, en prenant par exemple une médication pour le TDAH, c'est justement les études le montrent que c'est tout le contraire de ça. Et justement, c'est dans ce cas-là, dans ce cadre-là, excusez-moi, que je vais aborder un petit peu, donc jeudi soir, là, ce sujet, en soulignant donc cette importance qu'il faut vraiment prendre le TDAH en charge le plus rapidement possible, le plus tôt possible dans la vie, justement pour éviter de tomber dans ces fameuses addictions. Donc, c'est ça que moi, je vais développer. Et je vais citer aussi rapidement, dans le temps qui me sera donné, le sujet du mémoire que j'ai fait dans le cadre DIU, du TDAH à tous les âges que j'ai fait, dont j'ai eu le diplôme, où je parle justement du sujet du patient expert dans le centre de la mise en place et le suivi des traitements médicamenteux, justement pour le TDAH. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est que quand on ne répond pas aux attentes du patient, avec une mise en place d'un traitement, le risque est beaucoup plus élevé que ce patient abandonne ce traitement et du coup pourrait donc être concerné par justement un retour dans les addictions, etc. Donc voilà, c'est ça que je voudrais aborder ce jeudi soir. Alors moi, ce que je remarque, c'est que ce que dit Fred est extrêmement clair. Tout est clair et tout est juste, comme Ariane, comme Alain, parce que vous connaissez les deux côtés. C'est-à-dire que, comme on disait avec Benjamin, on ne peut pas inventer ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu, on ne peut pas l'inventer. Donc, il y a, à mon avis, un intérêt dans les deux sens. Pour les soignants, pour pas qu'on fasse d'erreurs, et pour aller vers les patients, pour leur dire qu'effectivement, on cherche à les soigner. C'est pour ça que j'avais associé évidemment le thème alcool et TDAH, parce qu'on est en train vraiment de se rendre compte du nombre de personnes qui consomment des substances qu'on n'a pas du tout imaginé un jour dans un trouble de l'attention et qui souffrent, qui ont une véritable souffrance parce qu'on ne l'a pas reconnu. Je vois des patients qui arrêtent de consommer de la kétamine, qui arrêtent de consommer de la cocaïne. C'est net, c'est clair, grâce à un traitement et puis l'accompagnement évidemment cognitif. Merci Fred. Micheline, on termine avec toi. Comment vois-tu cette soirée, cette conférence? Alors d'abord, je suis déjà extrêmement intéressée par tout ce que j'ai entendu. Le Fred était le seul que je connaissais pas. Pardon, je me permets de l'appeler Fred, voilà. J'espère qu'on s'appellera par nos prénoms, parce que en effet, j'ai été, j'allais dire, amenée à m'intéresser au TDAH en partant de l'addiction et je mesure à quel point, ce que nous apprennent les patients est toujours tellement important pour être ajusté à leurs besoins. Donc en fait, ça c'était, j'allais dire, mon histoire de clinicienne, hein, puisque moi j'ai fait, de la dictologie à l'hôpital Bichat de 1978 à 2018 où j'ai pris ma retraite et très, très tôt, ça a été comme une évidence, je dirais un petit peu dans les années, un peu avant les années 2000, les patients me répétant: «Vous ne pouvez pas comprendre», ça m'est apparu mais comme une évidence un jour. Mais j'ai dit: «Mais oui, je ne peux pas comprendre, mais au fait, qui peut comprendre?» Mais ce sont les patients et j'ai demandé à des patients de m'expliquer, de m'expliquer, de m'expliquer et là, c'était encore très flou, mais j'avais l'intuition que les patients qu'on allait appeler patients experts et qui alors étaient en effet appelés aidants, comme le dit Ariane, étaient bien sûr très importants pour leurs semblables. Mais ça, en addicto, on avait déjà l'aide des mouvements d'entraide et on le savait tous intuitivement, mais surtout, ils allaient être absolument incontournables pour les soignants. Et ça a été sans doute la partie la plus difficile à faire entendre, c'est, comment est-ce que des patients, notamment en addicto, allaient pouvoir former les soignants et nous permettre, de nous ajuster aux besoins, de comprendre l'ambivalence, de pouvoir, suivre au fond, ses besoins et pouvoir devenir, nos enseignants, j'allais dire et tout récemment, en effet, les patients experts ont un statut de patient enseignant à la faculté de médecine pour les internes en médecine générale et ont assuré seuls les cours et ça a été pour nous tous une vraie source de joie de voir d'ailleurs à quel point les internes de médecine générale ont dit à leurs enseignants que ça a été et de très loin le meilleur cours de l'année.
Voilà. Bon, donc j'aurai pas mal d'anecdotes à vous partager jeudi. Mais là, je tiens vraiment aussi à remercier, hem, Ariane, bien sûr, mais on a fait un long parcours ensemble à différents titres, mais tout particulièrement Alain qui, nous a permis, j'allais dire, de sortir de l'artisanat pour passer au professionnalisme grâce au travail colossal qu'il a fait pour la certification. Il nous a permis vraiment, tous ensemble, de travailler, de réfléchir à la place, aux besoins de chacun, comment on allait pouvoir, permettre cette certification auprès de France Compétences et de donner aux patients experts un vrai statut. Donc moi, je suis, très, très heureuse d'échanger avec vous tous, de continuer finalement cette réflexion autour de la place, du patient expert et des besoins des soignants, d'être, si j'ose dire, éduqués par les patients. Voilà. Alors, merci à tous. Et donc, on aura en épilogue le lien et la place que l'hypnose peut jouer, à savoir qu'on a nécessité à travailler avec des patients, avec des entourages, avec des familles. L'hypnose est le moyen de le faire. Je dirais juste pour terminer une remarque qu'avait faite François Roustan. C'était une intervention où Gérard était arrivé juste à la fin de mon topo, c'était à Nice, sur les troubles alimentaires. Et puis, quelqu'un me demande finalement ce qu'avait changé l'hypnose quand je m'adressais au problème d'alcool. Et j'avais répondu que je ne cherchais plus à ce que quelque chose change ou s'arrange. J'étais tout simplement en lien avec un patient. Ce que François Roustan avait résumé en disant on ne doit pas chercher à faire changer les choses, elles changeront peut-être. C'est ça que l'hypnose faisait. Ça permettait de garder le lien. Et c'est pour ça qu'on avait travaillé avec Gérard sur un article sur le tuteur de résilience où tu avais parlé, toi, des troubles au niveau anorexique et puis j'avais parlé des substances. Voilà. On se voit jeudi à 20h en webinaire. Merci à vous tous et puis bon début de semaine. À bientôt. Merci. Merci. Merci à vous tous. Bonne soirée.